Alors, à l'agenda aujourd'hui, nous sommes l'Internet Society, donc on va parler de ça. Qu'est-ce que le cryptage? Pourquoi et quand utilisons-nous le cryptage? Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on l'utilise. Comment le cryptage fonctionne-t-il? Pourquoi le cryptage est important? On va parler aussi du cryptage dans le cadre de la sécurité du journalisme. Comment devenir un défenseur du cryptage? Et puis, on finira par ensemble, nous sommes plus forts. Et avec, comme l'a dit Marianne, une partie pratique qu'on va regarder sur les messageries les plus traditionnelles, les plus utilisées. Comment est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir un cryptage de bout en bout? Alors, nous sommes l'Internet Society. C'est une communauté mondiale qui permet d'augmenter la diffusion d'Internet et de la protéger sur le long terme. Donc, l'Internet Society aide à développer l'Internet. On sait que pratiquement la moitié de la population mondiale n'est pas encore connectée. Donc, cette idée de réduire la fracture numérique, c'est quelque chose qui, bien sûr, est important. L'idée de rendre Internet plus fort en préconisant un Internet sécurisé, qui soit fiable et résilient pour tous. Et nous formons un mouvement mondial qui défend un Internet qui soit porteur d'espoir et d'opportunités pour toute la population mondiale. Vous pouvez, bien sûr, faire partie de cette solution également. Donc, on voit qu'il y a plus de 100 000 membres individuels et vous avez la possibilité, bien sûr, de rejoindre également l'Internet Society. Donc, vous voyez le lien qui est en bas. Vous pouvez prendre une photo peut-être de ce lien si vous ne l'avez pas pour rejoindre de manière individuelle ou en tant qu'organisation de membres également. Sachez que nous avons plus de 120 chapitres nationaux et groupes d'intérêt spécial également. Alors, qu'est-ce que le cryptage? Le cryptage, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, on parle de cryptage, on parle aussi de chiffrement. Alors, un petit rappel historique. Le cryptage, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé dès l'Antiquité. On a des traces de cryptage au 5e siècle avant Jésus-Christ. On a aussi dans la Rome antique, dans la Rome antique, on a parmi les premiers types de cryptage ce qu'on a appelé la crypte de César. Donc, Jules César, qui remplaçait chaque lettre de ses textes par celle située 3 rangs plus loin. C'est une manière classique de crypter. Au Moyen Âge, bien sûr, on a vu apparaître des disques de cryptage inventés par le mathématicien Léon Alberti. Ensuite, plus près de chez nous, le code Morse qui a été inventé en 1835. C'est un système de représentation de lettres et de cryptes au moyen de signaux intermittents. Tout le monde a entendu parler du code Morse qui est utilisé notamment par les militaires, etc. Et puis, encore plus près de nous, en 1920, on voit apparaître la première machine à cryptage rotatif qui permettait de crypter et décrypter les messages, notamment militaires, la fameuse machine Enigma. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, on est au XXIe siècle, il y a beaucoup de systèmes de cryptage et on commence à parler de cryptage quantique qui doit reposer sur les principes de la physique et de la mécanique quantique et non pas sur des formules mathématiques. Donc là, c'est l'avenir parce que le jour où nous aurons des ordinateurs quantiques, tout le cryptage qui existe aujourd'hui ne sera plus d'aucune utilité. Donc il faut passer au cryptage quantique. Alors qu'est-ce que le cryptage? C'est tout simplement un processus, quel qu'il soit, qui vise à crypter ou chiffrer ou déchiffrer ou décrypter des données pour qu'elles puissent être lues uniquement par les personnes qui sont capables de remettre le texte ou les données dans leur état d'origine. Donc, c'est un élément essentiel de la sécurité et de la fiabilité d'Internet qui garantit la sécurité des données personnelles et des données sensibles. Alors, on crypte en général des données à l'aide d'une clé de cryptage et la bonne clé est nécessaire pour reconvertir, donc décrypter les données au format original non crypté. On a aussi différents types de cryptage. On va commencer par le cryptage des données au repos. Donc, les données au repos, c'est celles qui sont conservées sur un appareil mobile, sur un ordinateur portable, ça peut être sur un serveur local ou distant, ou sur un disque dur externe. Donc, pensez à toutes les données que vous conservez sur un appareil ou sur un serveur. Même quand ces données ne sont pas transmises, envoyées d'un endroit à un autre, c'est-à-dire qu'elles sont au repos, elles sont aussi, disons, susceptibles d'être attaquées. Elles doivent être aussi protégées d'une attaque de personnes qui voudraient récupérer ces données.
Donc, c'est très important de penser que on peut crypter un disque dur, soit une partition, soit un disque dur complet. C'est un exemple de cryptage. Ce cryptage crypte toutes les informations qui sont conservées sur un device, sur un périphérique, en le protégeant par exemple avec un mot de passe ou toute autre méthode d'authentification. Sur un appareil mobile, sur un téléphone portable ou un ordinateur portable, souvent un écran qui se verrouille, qui nécessite un code d'accès ou qui nécessite un Face ID, c'est-à-dire d'utiliser notre visage, ou une phrase secrète, ou une empreinte digitale. Ça permet de protéger nos données au repos. Maintenant, les données en transit, donc les données qui passent d'un point A à un point B, elles sont transférées d'un endroit à un autre en passant par le réseau, en fait en passant par plusieurs réseaux, par des fournisseurs d'accès, des serveurs, etc. Lorsque vous envoyez un message sur une application de messagerie, par exemple WhatsApp, ce message passe de votre appareil à celui du destinataire en passant par les serveurs de l'entreprise qui exploite l'application. Bon, c'est plus compliqué que ça, mais au moins par ces serveurs-là. Mais c'est aussi le cas pour la navigation sur le web. Quand vous allez sur un site web, si vous consultez ce site, les données de cette page sont transférées des serveurs du site web à votre navigateur. Donc, il y a des données qui sont en transit. Et je vais juste revenir. Donc là, on parle de différents protocoles. Si vous regardez ici en haut à droite, on parle de protocoles notamment HTTPS, qui est le protocole HTTP, mais sécurisé, secure. Alors là, on parle de niveau de cryptage parmi les plus élevés, le cryptage robuste, c'est le cryptage de bout en bout. On dit en anglais end-to-end, c'est-à-dire du début à la fin. On protège les messages qui sont en transit de l'expéditeur au destinataire, d'où le concept de bout en bout. Ça permet de s'assurer que toutes les informations sont converties en un message secret et l'expéditeur original va faire la conversion, c'est le premier bout de la chaîne, et il ne peut être décrypté que par le destinateur final. Donc, c'est le dernier, le deuxième bout et dernier bout de la chaîne. Personne, pas même l'application, par exemple WhatsApp ou le fournisseur d'accès, ne peut écouter, ne peut avoir accès à vos données ni à votre activité. Alors, je regarde. Y a pas de, tu me fais signe s'il y a des questions ou des commentaires, Tout à fait, tout à fait. Il n'y a Marianne. pas, il Ok, n'y a pas. merci. Merci. On va y aller tranquillement, étape par étape. Donc là, on a vu des exemples de cryptage. Le cryptage au repos, des données qui sont au repos. Le cryptage des données en transit et notamment un cryptage très robuste qui est celui de bout en bout. Et on va voir que de plus en plus d'applications utilisent ce type de cryptage. Pour le transit, pour les navigateurs, la forme la plus intéressante, c'est ce qu'on appelle le protocole HTTPS, qui permet d'avoir des sites sécurisés. Et c'est ce que vous voyez quand vous allez sur la barre tout en haut, sur la barre, vous voyez, ça commence par HTTP ou HTTPS. Alors, quand et pourquoi utilisons-nous le cryptage? On va donc prendre un exemple. Donc, Leïla et Gérald. Donc, Leïla commence sa journée en consultant les informations sur le trafic, sur un site d'actualité. Donc, l'icône de verrouillage dans la barre de recherche indique que le site utilise HTTPS, qui est donc le protocole de cryptage pour les navigateurs pour le transfert de données. Ensuite, Leïla utilise la messagerie Signal. Vous avez sans doute entendu parler de cette messagerie qui est considérée comme la messagerie qui a le plus haut niveau de cryptage. Malheureusement, elle n'est pas utilisée par tout le monde. Pour envoyer un message à un ami et choisir le lieu où ils auront mangé. En utilisant Signal, Leïla sait que ces messages sont cryptés de bout en bout, ce qui signifie que seule elle et son ami pourront le lire. Donc, on a une confidentialité maximale. Durant le déjeuner, Leïla se connecte à son hotspot privé pour consulter sa boîte mail. Heureusement, son point d'accès, son hotspot, est crypté, ce qui permet d'empêcher d'autres personnes de l'utiliser. Alors, c'est un souci quand
consulte dans un cybercafé ou dans un café qui propose un Wi-Fi gratuit, par exemple, il faut faire très attention parce que vous n'êtes pas certain que cette connexion est cryptée et que cette connexion est sécurisée. Donc attention aux informations privées, personnelles et sensibles. Durant le déjeuner, donc Leïla a envoyé ce message, elle a consulté sa boîte mail. Ensuite, Leïla paye son déjeuner avec sa carte de crédit qui dispose de 3 points de cryptage. La puce de sa carte, le lecteur de carte et l'autorisation de la banque durant la transmission des informations de la carte de crédit. Donc, il y a 3 niveaux de cryptage et de sécurisation. Gérald commande, quant à lui, son repas du soir à l'aide d'une application sur son téléphone. Heureusement, les données de transaction utilisées pour payer en ligne sont sécurisées grâce au cryptage. Donc, vous voyez que le cryptage est partout. Hein, il est pervasif, il existe partout dans notre vie quotidienne et dans tous les gestes quotidiens, nous avons besoin du cryptage pour assurer notre sécurité, la sécurité de nos données. Quand utilisons-nous le cryptage? Il est souvent utilisé pour protéger à la fois les données qui sont stockées sur des systèmes informatiques. On a donné l'exemple tout à l'heure de ce qui est stocké sur un ordinateur, que ce soit à la maison ou au bureau, ou sur des serveurs, et les données transmises par des réseaux informatiques, notamment par Internet. Les transactions financières, bien sûr, et les communications de messagerie privée ont recours au cryptage afin de renforcer leur sécurité. Mais elles ne sont pas les seules. Pourquoi utilisons-nous le cryptage? Jules César, comme on l'a vu tout à l'heure, empereur de Rome, utilisait une forme de cryptage pour dissimuler ses secrets militaires en décalant chaque lettre du message crypté de 3 rangs dans l'ordre alphabétique. C'est la technique qui a été appelée le code ou le chiffrement ou le cryptage de César ou la crypte de César. Donc, bien entendu, les militaires ont vu l'intérêt très très vite dans l'histoire d'utiliser une forme de cryptage pour protéger des informations sensibles. Ensuite, les entreprises ont vu l'intérêt et aujourd'hui, bien sûr, tout le monde, avec Internet, tout le monde peut être surveillé, tout le monde peut être hacké. On a des informations personnelles un petit peu partout. Le nombre d'informations explose, le nombre d'applications, etc. Donc, on doit aussi utiliser le cryptage pour sécuriser nos informations personnelles et donc notre vie, d'une certaine manière. Pourquoi utiliser le cryptage? Pourquoi on l'utilise? Le cryptage permet de protéger nos contenus personnels. Pensez aux photos, aux vidéos, aux messages textes, les SMS, les conversations, nos documents, notre liste de contacts, nos transactions bancaires, etc., etc. Bien d'autres choses. Le volume d'informations conservées sur nos appareils, que ce soit des smartphones, des tablettes, des ordinateurs, des montres connectées, ne cesse de croître et ces informations sont de plus en plus sensibles. Elles révèlent beaucoup, beaucoup de choses sur nous, sur notre activité, notre vie. Il est donc crucial de les protéger face aux nombreux risques possibles. Alors, maintenant qu'on a présenté le principe de cryptage, on va regarder comment ça fonctionne. Alors, avant de regarder comment ça fonctionne, comment les différents types de cryptage fonctionnent, on va regarder certains mythes qui existent sur le cryptage. Premièrement, beaucoup de gens disent: ah, mais pourquoi crypter, pourquoi cacher, qui pourrait vouloir m'attaquer? Comme on l'a vu, il y a des personnes qui ne vont pas vous attaquer personnellement, qui vont attaquer en fait un grand nombre d'individus pour récupérer des données personnelles, des données médicales, des données financières, etc. Et il arrive que certains utilisateurs ne vont pas crypter leurs données parce qu'ils ont peut-être vu sur Internet que ce genre de cryptage a des faiblesses. Oui, c'est vrai qu'on doit constamment améliorer les types de cryptage, mais ce sont juste des croyances fausses ou simplement des problèmes qui sont anciens et qui ont été résolus par les progrès technologiques récents. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut constamment faire des mises à jour de toutes les applications et de tous les systèmes de sécurité. On va regarder quelques mythes bien connus qui concernent le cryptage. Premièrement, le cryptage des données va réduire la vitesse. C'est l'un des mythes les plus répandus. Alors, c'est vrai que si on utilise du matériel ancien,
on remarque que le cryptage peut réduire la vitesse en lecture et en écriture. Mais si vous avez un matériel qui est récent, il n'y a pas de différence. Deuxièmement, le cryptage des données augmente la charge de trafic sur les équipements et sur les serveurs. Donc ça, pour les entreprises, par exemple, pour les organisations, c'est important. Par contre, si le matériel et si les logiciels sont à jour, on constate que la charge reste quasi la même que si les données avaient été transférées sans être cryptées. Donc là, c'est encore un mythe. Un autre mythe, le cryptage sur les sites Internet, donc avec le protocole HTTPS, ralentit la navigation. Donc HTTPS, c'est Hypertext Transfer Protocol. Donc HTTP, ça c'est le protocole traditionnel qui existe depuis longtemps, mais on a rajouté le Secure pour sécuriser le transfert de données entre des serveurs de sites web et notre navigateur. La première fois qu'on consulte une page web, c'est vrai que son chargement peut être ralenti d'environ 10%. Le protocole TLS doit accepter les paramètres de cryptage avec le navigateur. Mais une fois que la page a été chargée, les requêtes suivantes, qui sont envoyées au même site Internet, vont être aussi rapides qu'avec un protocole HTTP non sécurisé. Un autre mythe, les téléphones portables n'ont pas besoin d'antivirus. C'est vrai que quand on pense antivirus, on pense à ordinateur, on pense à Windows, etc. Il existe des dizaines de raisons d'installer une bonne solution de sécurité sur votre smartphone ou sur votre tablette. Les données et les informations que vous stockez sur ces appareils sont généralement particulièrement sensibles, parfois même plus sensibles que ce que vous mettez sur l'ordinateur. Mais la principale raison, c'est la prolifération des menaces qui pèsent sur Android et iOS. C'est les deux principaux systèmes d'exploitation. Donc Android créé par Google avec tous les appareils de différentes marques, et iOS, le système d'exploitation d'Apple pour notamment les iPads et les iPhones. C'est une conséquence inévitable de leur popularité. Donc on a vu arriver beaucoup de menaces sur justement ces deux systèmes d'exploitation. Pour empêcher qu'un appareil mobile, un smartphone ou un iPad soit victime de rançongiciel, c'est plus facile à dire en anglais, ransomware, ou de phishing, peu importe, le meilleur allié, ça reste un antivirus. Un autre mythe, en utilisant un outil de cryptage, j'élimine tous les risques. Donc ça n'existe pas. Même si les outils de cryptage protègent nos données, ils n'ont pas de super pouvoir. Et si notre équipement ne dispose pas d'autres protections, comme par exemple un bon mot de passe, des systèmes qui permettent de bloquer l'écran, etc., ce que nous protégeons au moyen du cryptage peut être perdu juste à cause de simples vulnérabilités. Par exemple, si j'utilise un cryptage de bout en bout, end-to-end, sur mon smartphone pour communiquer, mais que je n'ai pas de verrouillage de l'écran, n'importe qui peut lire mes conversations dès que je m'éloigne de mon téléphone, et c'est vrai aussi pour un ordinateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un Marianne, qui a fait un commentaire ou... Pas encore. Okay, j'ai cru entendre quelqu'un. Donc, les méthodes de cryptage actuelles sont basées sur des formules mathématiques complexes. Et grosso modo, il y a deux types de systèmes. Ce qu'on appelle le cryptage symétrique et l'opposé. Donc, symétrique dit identique d'un côté et de l'autre. De l'autre, c'est asymétrique, donc une différence entre un bout et l'autre bout. Donc, dans le cryptage symétrique, pardon, dans le cryptage symétrique, la même clé est utilisée pour le cryptage et le décryptage. Donc, je m'excuse, je dois admettre des personnes qui étaient dans la file d'attente. Mouloud? Donc, la même clé est utilisée, oui. Oui, je m'en occupe pas pour les gens qui arrivent. Comment? Je gère le côté admission. Tu peux arriver parce que comme c'est moi qui suis host, peut-être tu arrives à le faire, toi? Oui, oui, t'inquiète. D'accord. Parce que j'ai eu plusieurs là.
Alors, donc, merci Marianne. Euh, cette clé unique, qui est utilisée à la fois pour cryptage et décryptage, elle doit être connue par toute personne qui souhaite accéder aux données cryptées. Alors, bien sûr, la difficulté, c'est de garder cette clé secrète, puisque la même clé fait le cryptage et le décryptage. C'est une méthode qui est particulièrement adaptée pour des grands ensembles, des grandes quantités de données, qui permet donc de les transférer plus facilement avec un cryptage symétrique. Le cryptage asymétrique, c'est la méthode qui est la plus couramment utilisée par les outils de messagerie, les courriels, les mécanismes de sécurisation de sites web, etc. L'expéditeur utilise, en fait, c'est un double système de clés. Donc, l'expéditeur utilise une clé publique, celle du destinataire, pour crypter le message. Et pour que le document soit à nouveau lisible, le destinataire utilise une clé privée, sa clé privée, que lui seul connaît. Donc, c'est ce qu'utilise, par exemple, le système de cryptage de bout en bout qu'on va retrouver sur WhatsApp ou sur Signal, par exemple. Si jamais, Mouloud, Oui. on a des questions? Oui. Oui, donc il y a une question qui concerne le partage du contenu, mais ça, il n'y a pas de problème, on peut partager les slides après l'exposé. Puis, il y a une question. Donc, merci beaucoup pour ce brillant exposé. J'aimerais savoir comment se protéger des signalements. Est-ce que le cryptage vous épargne de cela? Donc, ça, Qu'est-ce qu'un c'est une... signalement? C'est pas très clair. Il faudrait peut-être préciser la question. Oui, peut-être Paul? Victime de signalement abusif Hmm. de mon compte WhatsApp Business. Alors ça, effectivement, chaque plateforme a ses pratiques, ses règles de fonctionnement. Et donc, si la plateforme juge que vous avez abusé de ces règles, elle peut vous suspendre. Moi, ça m'est arrivé avec Facebook, par exemple. Bon, c'est pour ça que j'utilise plus Facebook. J'ai été suspendu pendant plusieurs jours parce que le contenu que j'avais mis avait été jugé alors qu'il n'y avait absolument aucun problème. Donc, tout cela est fait par des intelligences artificielles. Donc, par contre, vous avez toujours une possibilité de recours. Mais ça, c'est au-delà du sujet du cryptage. Je pense qu'on va continuer avec le cryptage. Voilà. Alors, juste pour vérifier que tout le monde suit bien, on va faire un petit quiz. Vous pouvez répondre dans le chat. Jonah répond à votre message. Donc, vous avez envoyé un message à Jonah en utilisant l'application de messagerie texte, donc un SMS, intégré de son téléphone. Combien de personnes ont pu lire le contenu de sa réponse? Alors, la réponse A, vous, Jonah, votre fournisseur d'accès Internet et tous les opérateurs de téléphonie mobile qui sont entre Jonah et vous. B, seulement vous et Jonah. C, personne. Et D, aucune de ces réponses. Donc, je vous donne quelques secondes pour répondre dans le chat. Est-ce que la réponse est A, B, C ou D? Donc, vous avez reçu un message texte, un SMS, sur votre téléphone. La bonne réponse, c'est vous, Jonah, et le fournisseur d'accès, les opérateurs. Donc, pour les messages textes, il n'y a pas de cryptage de bout en bout. Parfois, il n'y a même pas de cryptage. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut accéder à vos SMS. Alors, il y a une petite nuance. Si j'avais donné un exemple, je vois que quelqu'un a dit ça dépend des circonstances. Si vous et Jonah, vous avez tous les deux un iPhone et que vous utilisez tous les deux l'iPhone, à ce moment-là, vous avez une petite bulle bleue et ça veut dire que votre message est crypté de bout en bout. Également, si vous avez tous les deux un appareil Android et que vous utilisez un Google Message, donc l'équivalent du SMS sur Google, à ce moment-là, vous aurez également un cryptage. Mais ce sont des cas particuliers. Donc en général, c'est ce qui se passe. Deuxième question. Suzanne décide de faire des recherches sur un prochain voyage et après avoir effectué quelques recherches sur Google, elle clique sur un lien vers un site dont l'URL est http www.goodsite.com. Cette URL indique
que A, Suzanne est protégée contre les écoutes clandestines de tiers. B, la connexion HTTP est sécurisée. C, la connexion HTTP n'est pas sécurisée. D, aucune de ces réponses. Oui, pour le iPhone, c'est le e-message, effectivement. Je viens de voir la question. Donc, automatiquement, quand vous envoyez des SMS entre deux iPhones et que vous êtes connecté, c'est un e-message. Alors ici, c'est relativement facile. Bien sûr, la réponse c'est C, j'en ai parlé tout à l'heure. La connexion HTTP n'est pas sécurisée, donc il n'y a pas le S qui est pour secure, hein, pour sécuriser. Alors, pourquoi le cryptage est-il important? Il est d'abord important pour notre sécurité personnelle en tant qu'individu. Le cryptage est important parce que depuis ces dernières années, la cybercriminalité sur Internet est en très très forte croissance. C'est l'une des menaces qui augmente le plus pour notre sécurité. Vous avez sans doute entendu parler de personnes qui se font voler leur identité, de personnes qui se font avoir, mais aussi d'entreprises et d'organisations qui ont aussi des attaques en termes de cybersécurité, que ce soit des ransomware, des rançongiciels ou du phishing, et qui se retrouvent dans des situations très, très délicates. Le cryptage de bout en bout est le seul qui garantit que ces informations sensibles et confidentielles restent confidentielles, donc juste entre les personnes impliquées, et hors de portée des criminels, et pas seulement des criminels, de toute personne qui voudrait avoir accès à vos données. Parfois, ça peut être aussi une organisation qui veut utiliser vos données pour d'autres raisons. C'est aussi important pour la sécurité nationale d'un pays. Le cryptage, bien sûr, la sécurité personnelle et aussi la sécurité des entreprises. Je ne l'ai pas mentionné, mais ça va de pair. Donc, on ne peut pas avoir de sécurité personnelle sans avoir aussi de sécurité des entreprises et de toute organisation. Pour la sécurité nationale, le cryptage permet de protéger tous les systèmes ultra sensibles, ceux qui sont liés à la sécurité nationale. Bien sûr, on pense au système militaire pour défendre un pays, mais aussi tous les systèmes essentiels qui permettent d'alimenter le réseau électrique, qui sont les bases de données, qui contiennent des données sensibles sur les citoyens, les bases de données, donc données sensibles comme les données médicales, par exemple, les bases de données des institutions financières, qui sont très, très importantes à la stabilité économique de tout État souverain. Donc, ne jamais oublier que le cryptage est aussi essentiel pour la sécurité d'un pays. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour la sécurité d'un journaliste? Quelqu'un qui fait ce travail très important. Comment le cryptage peut assurer, protéger la sécurité, la confidentialité pour un journaliste? Donc, comment le cryptage protège-t-il les journalistes et finalement la liberté de la presse, liberté fondamentale? Pourquoi ce qu'on appelle l'accès exceptionnel ou l'accès par porte dérobée n'est pas la bonne réponse et c'est une demande constante des forces de l'ordre, des agences de renseignement, etc. Et puis on va voir quelques recommandations pratiques, ce que j'appelle l'hygiène cyber ou la cyberhygiène pour éviter de mauvaises surprises. Alors, comment le cryptage contribue-t-il à la sécurité d'un journaliste? Donc, si je suis journaliste, le cryptage est un outil essentiel. Parce que, en tant que journaliste, si on ne peut pas communiquer en toute confiance avec nos collègues et aussi, bien sûr, avec nos sources, c'est très difficile d'exercer notre travail sans danger. Donc, la confidentialité, c'est essentiel et le cryptage va aider à préserver cette confidentialité et aussi parfois l'anonymat. Si on n'est pas en mesure d'assurer l'anonymat d'une source, bah, cette source ne nous donnera pas d'informations parce qu'elle va risquer peut-être des conséquences, des pénalités et parfois elle peut même risquer sa vie.
Donc, elle ne va pas risquer de révéler des informations si elle va avoir des conséquences négatives sur son travail, sur sa famille, etc. Et au bout du compte, qui va en faire les frais? Ben, c'est le public. C'est le public qui va en subir les conséquences parce que le public ne va pas être informé de ce qui se passe, des choses peut-être qu'il doit savoir. Donc, comment le cryptage peut contribuer à la sécurité des journalistes? Premièrement, ça permet de contacter des sources en toute sécurité. Les sources d'un journaliste, bien sûr, c'est important parce que ça partage des informations qui peuvent être incriminantes, qui peuvent incriminer une institution, une organisation, une entreprise, euh, une agence gouvernementale, un politicien. Donc, ça peut aussi partager des informations personnelles qui vont donner aussi des informations essentielles aux journalistes. Mais ça se fait à la condition que le journaliste va protéger leur identité. Et le cryptage de bout en bout va permettre aux journalistes d'établir une véritable relation de confiance avec ces sources parce qu'ils sont certains que personne n'a accès aux communications. Alors bien sûr, en complément du cryptage, il faut aussi adopter certaines pratiques comme mettre des bloqueurs d'écran, des mots de passe, etc. On verra ça un peu plus en détail tout à l'heure. Le cryptage permet aussi de garantir l'intégrité des informations. Les journalistes ont besoin de pouvoir garantir aux lecteurs qu'ils ont créé des contenus fiables et s'assurer que cela correspond à ce que leur public voit effectivement sur Internet. Donc, s'assurer que les navigateurs, l'information sur les navigateurs est intègre et elle reflète la réalité et elle est sécurisée. Donc, les protocoles Internet tels que HTTPS contribuent à la protection des données lorsqu'elles transitent entre un site d'Internet d'actualité et le lecteur, donc sur son navigateur, sur son ordinateur ou sur son smartphone, son mobile. Ça protège également les journalistes contre la censure. Parce que si les censeurs, les autorités qui veulent s'adonner à la censure, s'ils ne sont pas en mesure d'intercepter les données, parce qu'elles sont sécurisées, bah, les censeurs peuvent plus difficilement bloquer les messages ou l'accès aux informations. Ou alors il faut aller vers des choses bien plus lourdes, comme par exemple carrément couper Internet ou bloquer certains sites, etc. Ça, c'est bien sûr autre chose. Une politique forte en matière de cryptage protège les journalistes partout. On a vu ces dernières années des dossiers qui ont été traités par des journalistes de différents pays, de différents journaux, parce que c'était quelque chose d'énorme. Ça avait des implications globales. Et donc, lorsque des pays soutiennent le cryptage de bout en bout, lorsque ces pays aident les journalistes dans leur propre pays, mais aussi dans le monde entier, ça aide tout le monde. Ça permet de définir une norme en matière de protection du cryptage à l'échelle mondiale. Et c'est un petit peu une notion de chaîne. Hein. Il suffit que dans la chaîne, il y ait un élément qui soit un chaînon qui soit le plus faible, où il n'y a pas de cryptage, et c'est toute la chaîne qui tombe. Donc c'est important de penser aussi au cryptage de manière globale. Le cryptage permet de protéger les journalistes contre la censure. Donc, comme on l'a vu, il est plus difficile pour des censeurs de bloquer les messages ou de bloquer l'accès aux informations s'ils ne sont pas en mesure de lire et d'intercepter les contenus. Et on voit que l'accès aux messageries cryptées de bout en bout aide beaucoup dans ce sens, hein, des messageries de type Signal et de type WhatsApp. On verra tout à l'heure dans l'exercice pratique. Le cryptage permet de protéger aussi contre des attaques et contre la surveillance. Il est arrivé à de nombreuses reprises que des plateformes en ligne et que des appareils de journalistes, d'organes d'information, de journaux, de magazines soient piratés
surveillés par des acteurs gouvernementaux ou privés. On sait par exemple que la NSA, la National Security Agency des États-Unis, aurait piraté le système de communication interne de la chaîne Al Jazeera. Okay, la chaîne Al Jazeera qui est d'origine du Qatar, mais qui est une chaîne d'information mondiale. Donc les journalistes sont aussi confrontés à des menaces telles que des violences en ligne, le doxing, ce qu'on appelle la collecte et divulgation sur Internet d'informations personnelles, d'où l'importance de les protéger. Et ils peuvent aussi être soumis à un cyberharcèlement. Donc le cryptage de bout en bout va aider à protéger les communications des journalistes entre eux et avec leurs sources contre toute surveillance et interception par des tiers. Donc c'est vraiment un outil de protection. Alors, un aspect primordial du journalisme, c'est sa capacité à demander des comptes aux personnes, aux organisations, aux institutions qui sont au pouvoir vis-à-vis de leurs actes, de leurs décisions, de leurs comportements, etc. Il est donc crucial que les journalistes aient accès à des outils de sécurité numérique qui permettent d'empêcher des organisations ou des individus, qu'ils soient nationaux ou étrangers, de consulter ou de modifier leurs recherches, leurs communications, leurs conversations, et d'avoir accès, bien sûr, à leurs sources. Donc, quand on est journaliste et qu'on veut s'attaquer à des sujets sensibles, on a bien sûr un besoin de protection, à la fois de soi-même, de ses collègues et de ses sources. Donc, demander des comptes au gouvernement et aux institutions, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Là, c'est un exemple dont vous avez certainement entendu parler, les fameux Panama Papers. C'était la première fois, il y en a eu d'autres après, lorsqu'une source a contacté un journaliste qui travaillait pour le quotidien allemand, donc le journaliste Bastian Obermeier. Donc, cette source l'a contacté par un chat crypté et lui a proposé des données qui visaient à rendre ces crimes publics, donc avec une quantité de données très très importante. Donc, fuiter ces données. Mais la source l'a averti que sa vie était en danger s'il était identifié comme celui qui communiquait ces données. Donc, il souhaitait uniquement communiquer par des canaux cryptés et il a refusé une rencontre en personne. C'était beaucoup trop risqué pour lui. Donc, cette fuite des Panama Papers a révélé tout un système très élaboré d'évasion fiscale au niveau mondial qui a été mis en place par un cabinet d'avocats au Panama, en fait plusieurs cabinets, pour ses clients. Et donc, dans ses clients, il y avait des personnes assez connues, des personnes importantes du monde des affaires, du monde du sport et de la politique, etc. Donc, ça a été une révélation fracassante. Alors, je vois que quelqu'un a mis un commentaire par rapport à Pegasus. Donc, Pegasus, c'est autre chose. Pegasus, donc société israélienne qu'on a découvert récemment, ces dernières années. Et Pegasus a en fait utilisé une vulnérabilité de système d'exploitation. Donc, c'est autre chose. Et, Pegasus ne peut pas casser un cryptage de bout en bout. C'est une autre forme d'utilisation. Et lorsque les fournisseurs, les fabricants de téléphones et les fournisseurs de systèmes d'exploitation se sont rendus compte, il y a eu bien sûr un gros scandale, puisque même des politiciens très très connus dans le monde ont été touchés. Il y a eu une réaction des fabricants et des fournisseurs de systèmes d'exploitation. Donc, on parle des Panama Papers, plus de 11 millions de documents, plus de 400 journalistes appartenant à plus de 100 organisations de presse répartis dans 80 pays.
Donc, ils ont collaboré pour présenter les différentes affaires qui composaient les Panama Papers. Donc, imaginez l'importance Mouloud, d'avoir, Mouloud, oui, on entend un bruit dans le micro. un Je sais bruit pas dans si... le micro. Oui, on dirait que le Un instant. micro, il est gêné, ouais. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, 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 oui. En fait, c'est la Bon, fenêtre. Merci Marianne, c'est la fenêtre ok. qui était ouverte. Oh, Je ok, ne pensais pas que le bruit ok, était aussi ok. fort. Donc, imaginez l'importance d'avoir des communications cryptées lorsqu'on est sur le point de révéler un dossier comme les Panama Papers. Donc, imaginez que des personnes qui sont incriminées sont très, très puissantes et auraient pu s'attaquer peut-être directement à certains journaux ou certains journalistes. Lorsque des pays soutiennent le cryptage de bout en bout, ils aident les journalistes de leur propre État, mais aussi du monde entier, en définissant cette norme mondiale en matière de protection du cryptage. Une politique forte en matière de cryptage protège les journalistes partout où ils se trouvent. Et finalement, ça protège la liberté d'informer, la liberté d'expression, et c'est positif aussi pour le grand public. Ça permet de révéler des informations qui sont utiles à la démocratie et utiles au grand public. Parlons maintenant de cette idée d'accès exceptionnel. On utilise aussi les termes accès de sécurité, accès par porte dérobée, etc. Pourquoi ce n'est pas la bonne solution? D'abord, qu'est-ce que c'est? Ce terme d'accès exceptionnel, ça fait référence au pouvoir accordé à des forces de l'ordre, donc des forces de police, des forces de sécurité, des agences de renseignement, d'intercepter et d'accéder au contenu des communications qui sont cryptées. Donc ça veut dire finalement donner une clé supplémentaire où il y a plusieurs méthodes, ou bien permettre à ces agences d'être partie d'une communication en étant invisible, etc. Il y a différentes manières de le faire. Mais ça aussi parle du fait d'ordonner à des entreprises de faire cela. Donc, si un État ordonne une entreprise de donner accès, c'est ce qu'a fait le gouvernement américain, le FBI, avec Apple il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et justement, Apple avait refusé. Et le FBI, finalement, a retiré sa demande en justice, puisque ils avaient utilisé, je pense qu'ils avaient utilisé, si je me souviens bien, le logiciel Pegasus, justement, pour accéder aux données sur le iPhone en question. Non seulement ça nuit à la sécurité d'Internet, mais ça met en danger les journalistes, à la fois en ligne et hors ligne. Pourquoi hors ligne? Parce que si quelqu'un vole le téléphone d'un journaliste et que on est un organe de sécurité quelconque ait accès de manière exceptionnelle, il pourrait en théorie avoir accès à toutes les données et toutes les communications du journaliste en question. Alors pourquoi ce n'est pas une bonne solution? Parce qu'en fait, toute vulnérabilité qui est créée, et là on parle de vulnérabilité qui est créée volontairement en donnant accès, un accès différent, un accès qui soit volontaire ou imposé, ça nous affaiblit tous en fait. Toute porte dérobée d'entrée à un service sécurisé constitue une vulnérabilité qui va être découverte à un moment ou à un autre. Tôt ou tard, ça sera découvert par des personnes qui ne sont pas nécessairement les gentils. Donc l'accès exceptionnel, ça met en danger les informations et les conversations privées, car il permet au gouvernement d'accéder à nos informations privées tout en créant une porte d'entrée pour quiconque, hein, donc malfaiteurs, criminels, État y compris. Il n'existe pas de verrou numérique que seules les personnes honnêtes, les bons puissent ouvrir et pas les autres, les méchants. Donc, une fois qu'on a ouvert la boîte de Pandore, c'est fini, la, la vulnérabilité existe. Pourquoi ce n'est pas la bonne solution? Aussi parce que l'absence de cryptage peut décourager les journalistes à publier des contenus à risque. Donc, si je suis journaliste et que je n'ai pas accès à des communications cryptées solides, je vais hésiter à prendre des risques. Parce que
je risque d'être attaqué, je risque mon travail, je risque peut-être ma vie dans certaines circonstances. Donc, si les journalistes ne peuvent pas faire leur travail en sécurité, ils pourraient décider de ne pas mener des enquêtes sur des sujets ou des personnes sensibles par peur d'être surveillés, par peur des représailles et peut-être du harcèlement auquel ils pourraient s'exposer. Or, une démocratie saine a besoin qu'une presse soit libre, qu'elle soit puissante, qu'elle soit indépendante pour pouvoir informer le public sur ce que font les puissants, les gouvernements, les entreprises, les institutions, ceux à qui il accorde sa confiance. Donc, le rôle des journalistes en ce sens-là est très, très important. Alors, quelques façons de se protéger en ligne. Donc, on peut bien sûr utiliser les applications, comme je l'ai dit, les applications de cryptage, avec cryptage de bout en bout, end-to-end. On va voir lesquelles. Vous pouvez activer le cryptage sur les appareils et les services, ceux qui ne le donnent pas par défaut. Vous pouvez utiliser des mots de passe robustes, donc éviter des mots de passe simples. Moi, je vois parfois des gens qui mettent des mots de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou leur prénom, le prénom de leur enfant, ou des choses comme ça, ou leur date de naissance. Donc, soyez constamment à jour, donc faites des mises à jour régulièrement. Activez l'authentification à 2 facteurs, il y a différentes manières aussi de le faire, lorsqu'elle est offerte et lorsqu'elle est disponible. Activez les options de suppression des données aussi quand elles sont disponibles. Alors, d'autres recommandations, on l'a vu, hein, il y a de nombreux exemples de menaces dans le monde entier. On a parlé de Pegasus, qui a été utilisé dans de nombreux pays. Les attaques par hameçonnage, ce qu'on appelle le phishing en anglais. Mais on a aussi des attaques directes comme WhatsApp, qui a été bloqué à un moment au Brésil, parce qu'il refusait de casser le cryptage pour les autorités. Donc, pour les journalistes, des recommandations plus directes, cryptez tout ce que vous pouvez crypter. Vos appareils, vos communications, vos fichiers, tout ça, ça vous permet de mieux maîtriser tous vos dossiers numériques. Utilisez les plateformes et les messageries qui adoptent les mécanismes de cryptage de bout en bout. C'est ce qui vous donne la sécurité totale. Protégez vos informations, vos sources d'informations, pardon, et votre propre travail grâce au cryptage. Cryptez les documents conservés, ceux qui sont au repos, avec des mots de passe et d'autres méthodes d'identification, par exemple le Face ID également, pour rendre ces données inaccessibles à des tiers. Quand vous n'êtes pas devant l'ordinateur, quand vous n'avez pas votre téléphone sur vous, tout est possible également. Quelques considérations. Protégez la liberté de presse en défendant un cryptage robuste de bout en bout et en veillant à ce que les journalistes et le grand public puissent l'utiliser en toute liberté. Donc c'est notre rôle, c'est votre rôle aussi. Les journalistes doivent être en sécurité sur Internet pour pouvoir demander des comptes au gouvernement et aux institutions, révéler des affaires importantes qui sont susceptibles d'entraîner des conséquences et protéger leurs sources. Et tout ça permet de renforcer la santé d'une démocratie. Donc, défendre le cryptage, c'est notre rôle à tous. Et bien entendu, les journalistes, vous pouvez aussi jouer un rôle important dans la défense du cryptage. C'est ce qu'on va voir maintenant. Défendre le cryptage, ça implique des mesures qui visent à changer la législation et sensibiliser le public. Donc, c'est en anglais ce qu'on appelle advocacy. Certains vont dire que c'est du lobbying, mais en fait, c'est plutôt une activité de sensibilisation, à la fois pour le public, le gouvernement, etc. C'est promouvoir des politiques et des pratiques de cryptage robuste, cryptage fort. C'est mettre en avant l'importance d'un cryptage fort, comme le cryptage de bout en bout, et son fonctionnement. Ça signifie aussi protéger le cryptage en tant qu'outil essentiel pour assurer la sécurité de chacun en ligne et au bout, assurer aussi la sécurité des entreprises et la sécurité nationale, la sécurité de l'économie du pays, etc. Donc, à Internet Society, nous plaidons pour veiller à ce que les nouvelles politiques et les lois qui sont mises en œuvre, qu'elles défendent ou qu'elles fassent respecter l'utilisation d'un cryptage robuste. Nous voulons mettre un terme aux mesures qui affaiblissent un cryptage robuste, comme les demandes répétées d'accès exceptionnel. Nous voulons aussi inciter les prestataires de services à appliquer
les fournisseurs de services à appliquer un cryptage robuste par défaut. Ce n'est pas toujours le cas, nous allons le voir. Donc, comment devenir un défenseur du cryptage? D'abord, il faut aussi bien connaître son public. Donc, on a différents types de cibles. Les dirigeants, les décideurs politiques peuvent avoir une influence en matière de législation. Les chefs d'entreprise dans les industries et secteurs ciblés peuvent adopter des technologies de cryptage pour leur activité ou pour leurs produits. La société civile, les organismes sectoriels, les ONG, etc., peuvent soutenir la sécurité numérique et ont souvent intérêt à le faire. Les consommateurs avertis, ceux qui en savent un petit peu plus que la moyenne, se préoccupent de la sécurité numérique et souhaitent contribuer à la sécurité de tous, et de tout un chacun, et sur Internet. Les journalistes s'exprimant dans des médias qui sont susceptibles d'influencer les politiques et les décideurs. Donc le rôle des journalistes est encore plus important. Quels sont les principaux messages et appels à l'action? Donc ça, c'est des messages généraux. Le cryptage assure la sécurité individuelle de milliards de personnes et la sécurité nationale de tous les pays du monde. Donc ça, c'est une base. Tout effort qui vise à affaiblir le cryptage pourrait créer un précédent dangereux qui permettrait aux criminels, à des organisations terroristes ou à des gouvernements hostiles d'accéder à des informations sensibles, qu'elles soient personnelles, individuelles ou des informations concernant les agences gouvernementales, les agences, tous les secteurs qui sont importants pour la sécurité nationale, et de les exploiter. Affaiblir le cryptage reviendrait à créer une traînée de poudre virtuelle. Un petit peu, c'est un peu comme annoncer qu'on affaiblit le cryptage, ça va attirer les criminels, ça va les attirer comme une traînée de poudre. Et ça aurait des conséquences désastreuses pour la sécurité, aussi bien personnelle que nationale. La meilleure façon d'assurer la sécurité personnelle de milliards d'individus et la sécurité nationale des pays du monde entier, c'est d'adopter des politiques qui soutiennent, qui promeuvent l'utilisation d'un cryptage fort, un cryptage robuste, comme le cryptage de bout en bout. Alors, si on est journaliste, quels sont les principaux messages et appels à l'action? Donc là, on va cibler ce public particulier qui est journaliste, qui a un rôle important. Alors, premièrement, le cryptage protège la liberté de la presse et contribue à la sécurité des journalistes sur Internet afin de leur permettre de demander des comptes au gouvernement et aux institutions, aux entreprises, aux individus, aux puissants, de divulguer des informations importantes et à fort impact et de préserver des démocraties saines. L'utilisation d'applications de messagerie, d'appareils et de services avec cryptage de bout en bout, partout où cela est possible, leur permet d'assurer leur propre sécurité en ligne, et on a vu aussi hors ligne, et seule de leurs sources. Les journalistes peuvent défendre leur droit à se protéger et à protéger leurs sources en ligne en veillant à ce que les décideurs politiques et les prestataires de services préservent le cryptage de bout en bout sans compromis, donc sans accéder aux demandes répétées des forces de sécurité à avoir un accès exceptionnel, et adoptent des politiques en faveur d'un cryptage robuste. Tout effort visant à affaiblir le cryptage représente une menace pour la sécurité, la stabilité et la protection des individus et des pays du monde entier. Ça concerne donc tout le monde. Alors, juste pour rentrer dans un cas particulier, on va prendre un scénario qui peut qui peut ou pas se produire dans votre pays ou dans un pays voisin. Donc, le gouvernement de votre pays propose une nouvelle loi qui contraindrait les entreprises à créer une clé assurant l'accès des forces de l'ordre à des communications cryptées afin d'empêcher la propagation de contenus illégaux sur Internet. C'est ce qu'on entend assez souvent. Les défenseurs des forces de l'ordre plaident en faveur de cette législation et déclarent qu'elle viendra soutenir un cryptage robuste. Donc, donnez-nous une clé et nous, on va avoir accès à cette clé, mais on va favoriser le cryptage fort. Grâce à votre formation sur le cryptage, vous savez maintenant qu'il s'agit d'une menace de sécurité majeure, car il est impossible de s'assurer que seuls les bons, les acteurs bienveillants, ont accès à cette clé. Donc, dans ce scénario, qui est le décideur? Choisissez la meilleure réponse. A, le décideur politique à l'origine de cette législation, ainsi que toute personne qui dispose d'un vote.
B, les défenseurs des forces de l'ordre, ou C, il n'y a pas de décideur dans ce cas. Donc, quelle est la réponse à votre avis? A, B ou C? Oui, Ibrahim, plaidoyer, effectivement, c'est le bon mot. Défenseur, c'est une plaidoirie, oui. Plaidoyer, advocacy. Alors, bien entendu, la bonne réponse, c'est le décideur politique qui est à l'origine de cette législation, ainsi que toute personne qui dispose d'un vote, puisque cette personne est un décideur politique qui est censé avoir été élu. Donc, le décideur politique ou le représentant du gouvernement, qui est à l'origine de la législation, ainsi que toute personne qui dispose d'un vote, tous ces acteurs sont à considérer comme les décideurs cibles pour ce scénario, et donc c'est envers eux qu'il faut communiquer. Je parle au nom des journalistes. Qui serait le mieux placé pour convaincre donc ces décideurs ou ce décideur politique d'infléchir sa position? A, les journalistes locaux, B, les collègues du représentant gouvernemental, C, le stagiaire chargé de recherche du représentant gouvernemental qui lui donne toutes les informations, D, un expert en technologie de cryptage, E, une entreprise de médias sociaux qui assure des services à cryptage de bout en bout, ou F, toutes ces réponses. Je vous donne quelques secondes. Alors effectivement, toutes ces réponses. Toutes ces réponses parce que, bien sûr, selon le cas, les meilleurs influenceurs peuvent varier, mais chacun de ces individus peut jouer un rôle essentiel en venant soutenir le but que vous défendez. Donc, on peut s'adresser à tous. Donc, en tant que journaliste qui a besoin de la sécurité des applications à messagerie à cryptage de bout en bout pour pouvoir travailler sereinement, bien sûr, vous pouvez, dans ce cas, sensibiliser par des articles qui vont exposer les risques pour la sécurité que représente cette proposition gouvernementale et l'importance du cryptage de bout en bout pour les individus et les pays du monde entier, et les entreprises, etc. Vous pouvez assurer une couverture équilibrée de cette problématique en demandant si cette proposition répond à des arrière-pensées, qu'est-ce qui est derrière, en vérifiant les faits énoncés dans les déclarations officielles, vérifiant les statistiques, les rapports évoqués, est-ce que ce sont des sources crédibles, en vous entretenant avec des membres de groupes de parties vulnérables pour expliquer comment ceux-ci seraient mis en danger par le manque de sécurisation des communications, en demandant si les auteurs de cette loi ont pris les mesures nécessaires, notamment une véritable évaluation des risques pour le consommateur, et est-ce qu'il y a eu un rapport d'impact économique pour analyser les effets potentiels sur les différentes parties impliquées. Vous pouvez aussi souligner que les agences gouvernementales, donc le gouvernement lui-même, la plupart des agences gouvernementales ont besoin de services cryptés, les mêmes services auxquels elles souhaitent avoir accès. Donc, vous pouvez contacter aussi une organisation de défense des journalistes si vous voulez avoir un plus d'impact, ou de la liberté de la presse pour proposer de lancer ou de soutenir une campagne. Donc là, on est vraiment dans le plaidoyer contre cette proposition. Alors, quelques pratiques de sécurité connexes. Donc, je l'ai déjà mentionné, on va le revoir. Utiliser des applications de messagerie qui offrent un cryptage de bout en bout par défaut. Parce que sinon, vous ne savez pas si de l'autre côté, eux ont mis, donc si vous utilisez et que vous l'activez, le cryptage de bout en bout, mais vous ne savez pas si de l'autre côté, ils l'activent. Utilisez le cryptage sur vos appareils et services lorsqu'il est possible. Certains appareils ou services proposent le cryptage, mais ne l'activent pas par défaut. Utilisez les mots de passe robustes, pas de mots de passe par défaut, ni de mots de passe comportant des informations personnelles ou trop simples. Aucun système n'est entièrement sécurisé de manière permanente. Donc, des failles de sécurité sont découvertes en permanence et sont corrigées par des mises à jour régulièrement. C'est pour ça qu'il est important d'effectuer ces mises à jour régulièrement et très rapidement, de mise à jour de toutes vos applications, de vos appareils et de vos services. Donc, on voit très souvent qu'il y a des bug fixes sur les applications qu'on utilise quotidiennement, mais si on ne les met pas à jour, on est vulnérable. Activer l'authentification à deux facteurs lorsqu'elle est disponible. Ça ajoute un facteur supplémentaire à votre méthode de connexion. Ça rend donc plus difficile l'accès à vos données. Ce facteur supplémentaire, ça peut être une clé de sécurité qui est mise à votre disposition. Ça peut être une application d'authentification ou ça peut être tout simplement la réception d'un message texte qui contient un code de sécurité sur votre téléphone.
activez aussi, quand vous pouvez, les options de suppression des données. Donc, on a maintenant sur la plupart des messageries, on a cette possibilité d'activer une suppression de données au bout de quelques secondes ou quelques jours ou quelques semaines. Certains smartphones et services disposent d'une option de suppression après aussi 3 ou 10 tentatives de connexion infructueuse. Donc là, ça bloque carrément l'accès à l'appareil. Ensemble, nous sommes plus forts. Donc l'Internet Society, c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde. Alors, que fait l'Internet Society? On a vu une petite vidéo qui montre un petit peu les activités dans le monde. De nombreuses organisations s'engagent à promouvoir et à protéger le cryptage, y compris l'Internet Society. Et dans le cadre de cette mission, l'Internet Society a fondé la Global Encryption Coalition, donc le GEC. Et le GEC s'est fondé en 2020 par le Center for Democracy and Technology, Global Partner Digital et l'Internet Society. Et ça compte aujourd'hui plus de 350 membres, donc des organisations et des individus. Sa mission, c'est de promouvoir et défendre le cryptage dans les pays clés et dans les forums multilatéraux, là où il est menacé. Donc, c'est un plaidoyer constant pour le cryptage. La GEC soutient également les initiatives des entreprises qui visent à fournir des services de cryptage à leurs utilisateurs. Donc, vous pouvez aussi trouver toutes ces informations sur Internet. On partagera tout à l'heure les liens. Alors, ce que nous faisons, c'est d'améliorer l'adoption et la mise en œuvre d'un cryptage robuste sur l'ensemble de l'écosystème Internet. Parce que, rappelez-vous, l'écosystème, c'est un peu une chaîne, et il suffit qu'il y ait un chaînon qui soit plus faible ou qui soit affaibli, et ça va affaiblir l'ensemble de la chaîne. Donc, on veut créer une perception positive au sujet du cryptage en développant une communauté en plein essor de défenseurs du cryptage qui véhiculent notre message dans nos pays cibles et partout dans le monde. Nous voulons aussi former nos alliés et les doter de connaissances et de compétences nécessaires pour réussir. Et c'est l'objet, bien sûr, de ce webinaire et des formations gratuites qui existent également en ligne. Nous voulons encourager les secteurs d'activité clés à adopter et à défendre des pratiques de cryptage robustes. Nous voulons offrir des conseils techniques fiables pour contribuer à faire en sorte que les politiques gouvernementales défendent des pratiques de cryptage robustes afin d'assurer la sécurité en ligne des individus, des entreprises et des pays. Donc, vous avez le lien ici pour la coalition pour le cryptage. Vous pouvez prendre une photo de ce lien si vous voulez, vous ou votre organisation, vous voulez rejoindre cette coalition. Donc, vous pouvez suivre des cours gratuits. Il y a un cours gratuit sur la plateforme de l'Internet Society, Learning, sur le cryptage. Vous pouvez rejoindre la coalition, donc le Global Encryption Coalition, le GEC, comme je le dis. Vous pouvez devenir aussi un ami de la Global Encryption Coalition, donc pour recevoir toutes les informations et être au courant. Il y a aussi une journée mondiale du cryptage, je vais en parler dans un instant. Donc les formations gratuites, on a mentionné le cours de cryptage. Il y a un cours aussi d'empreinte numérique et de confidentialité. Ces cours sont disponibles sur la plateforme. On partagera le lien tout à l'heure sur le chat. Marianne pourra faire ça tout à l'heure. Donc ça, c'est la structure du cours de cryptage. Il y a 4 modules. Qu'est-ce que le cryptage? Les menaces qui pèsent sur le cryptage,
l'univers du cryptage et la défense du cryptage. Donc, c'est beaucoup plus détaillé que ce webinaire. Ça se fait sur plusieurs semaines. Il y a des travaux, etc. Le cours est gratuit et vous pourrez aussi avoir un certificat quand vous aurez réussi à finir les modules et vous aurez fait tous les devoirs qui sont demandés. Donc, nous voulons faire preuve d'unité pour défendre des politiques et des pratiques de cryptage robustes dans le monde entier. Nous voulons présenter le cryptage robuste comme une solution. Nous voulons diffuser des exemples de l'importance d'un cryptage robuste pour chacun de nous, notamment pour les forces de l'ordre et les agences de sécurité, et former les autres à l'utilisation d'un cryptage robuste. Ensemble, nous sommes plus forts. Nous avons aussi un partenariat qui concerne les journalistes avec le Global Forum for Media Development, avec l'Internet Society. Et donc ça permet aussi de renforcer l'importance du cryptage pour protéger la liberté de la presse. Et je l'ai mentionné, le 21 octobre, n'oubliez pas, c'est la journée mondiale du cryptage. Vous pouvez également y participer par des activités, créer des ateliers pour aussi sensibiliser vos collègues, sensibiliser les organisations, les individus, et aussi publier des choses sur les journaux et sur les réseaux sociaux. On va passer maintenant à une petite activité justement pratique. Je vais voir s'il y a des questions. Voilà, le cours. Marianne a déjà partagé le lien pour le cours sur le cryptage pour vous inscrire. Ibrahim a déjà suivi le cours, apparemment. Merci pour le commentaire, Ibrahim. Donc, le cryptage en action. Donc, le cryptage de bout en bout, l'idée, c'est que seul l'expéditeur et le destinataire peuvent lire le message. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu dans les messageries traditionnelles. Donc, les premières étapes, l'application de Leila va rechercher la clé publique de Gérald et va l'utiliser pour envoyer à Gérald une clé secrète symétrique. L'application de Gérald la décrypte avec la clé privée de son jeu public-privé. Donc, c'est le principe du cryptage asymétrique, hein, c'est un double jeu de clés. Dans l'étape 2, Leila envoie son message qui est crypté avec la clé symétrique. L'étape 3, Gérald va recevoir le message crypté. Et à l'étape 4, l'étape finale, l'application de Gérald utilise sa copie de clé symétrique pour décrypter et lire le message. Alors, end-to-end, donc de bout en bout, quelles sont les applications qui... Alors, ça change assez souvent, hein, parce que ça peut changer d'un mois à l'autre, mais actuellement, j'ai vérifié, les applications qui proposent le cryptage de bout en bout par défaut, c'est Signal. Signal, c'est le modèle qui est donné. WhatsApp et Viber, pour ceux qui utilisent Viber. Celle qui propose le cryptage de bout en bout, mais qui n'est pas par défaut, c'est Messenger, Telegram et tous les autres. Donc, je parle juste des principales. On a parlé tout à l'heure de l'exemple de iMessage et de Google Message. Donc, iMessage, ça fait longtemps que le iPhone, que Apple propose le cryptage de bout en bout sur des messages et e-messages. Et Google Message, récemment, est passé également au cryptage de bout en bout entre Android. Par contre, si vous communiquez par SMS entre un iPhone, donc iOS, Apple, et un Android, il n'y a pas de cryptage de bout en bout. Donc, la fameuse différence entre la bulle bleue et la bulle verte. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, WhatsApp, on peut vérifier quel est le niveau de notre cryptage. Vous pouvez prendre votre téléphone maintenant, si vous le souhaitez. Vous pouvez prendre votre téléphone. Si vous utilisez WhatsApp, ouvrez votre WhatsApp. Quand vous trouverez votre WhatsApp, vous regardez tout en bas à droite, vous avez un espace ici, un petit bouton qui s'appelle Réglages. Vous allez dans Réglages, et dans Réglages, vous avez Confidentialité. Donc, vous cliquez dans Confidentialité au niveau de Réglages, et quand vous ouvrez Confidentialité, vous avez ici cette possibilité de vérifier la confidentialité. Hein. Contrôlez votre confidentialité et choisissez les réglages qui vous conviennent. Donc, même s'il y a un cryptage de bout en bout, vous pouvez augmenter votre niveau de sécurité en ce qui concerne votre présence en ligne, votre photo, les infos que vous partagez avec qui, ce qui se passe dans votre groupe,
comment est votre localisation, etc. Et donc, vous pouvez choisir qui peut vous contacter, contrôler qui voit vos informations, renforcer la confidentialité des discussions et renforcer la sécurité de votre compte de manière générale, qui peut accéder à votre application. C'est-à-dire si quelqu'un prend votre téléphone, peut-être qu'il aura accès à votre téléphone parce que l'écran est débloqué, mais s'il clique sur votre WhatsApp, bah, il sera bloqué. Okay, donc, il y a différents niveaux de sécurité. Et en plus de ça, vous avez la sécurité de la communication de bout en bout. J'ai parlé de WhatsApp parce que c'est peut-être l'application qui est la plus répandue. Ce que j'aimerais peut-être, c'est que vous me disiez dans le chat quelle est l'application que vous utilisez le plus. Donc, mettez-moi juste dans le chat l'application ou les applications que vous utilisez le plus pour que j'ai une idée, si ce n'est pas trop indiscret. Ok, Ibrahim, Signal et Telegram. D'accord. Signal et WhatsApp. Beaucoup de personnes utilisent Signal. Alors, j'imagine que dans un groupe de Facebook, vous parlez de Facebook, de Messenger, hein, c'est ça, hein? X, c'est Twitter, oui, ok. Ex-Twitter, Facebook, Messenger, TikTok, Telegram, WhatsApp, Business, Messenger, Signal. Donc, Signal, c'est la Ferrari des applications de messagerie en termes de cryptage. Et par exemple, moi, je l'ai téléchargé, mais je ne l'utilise pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de mes contacts qui sont sur Signal. Mais j'imagine que dans le domaine du journalisme, peut-être qu'il y a plus de journalistes qui utilisent Signal. Et donc, si vous l'avez, sans faire de publicité pour eux, ils n'en ont pas besoin. Je vous recommande d'utiliser WhatsApp, Business Messenger, etc. Signal. Alors, Telegram, donc ce n'est pas activé par défaut. Donc, comment l'activer par défaut? On va sélectionner la conversation qui doit être cryptée de bout en bout. Donc, vous sélectionnez la personne avec qui vous voulez communiquer. Vous cliquez sur les trois petits points qui sont en haut à droite. Peut-être c'est différent selon l'appareil que vous avez. Et là, vous avez un menu déroulant qui s'ouvre et vous cliquez sur démarrer une conversation ou un échange secret ou un chat secret, mais je pense que c'est plutôt démarrer un échange secret. Moi, je l'ai en anglais, donc c'est différent. Et vous confirmez, ça vous demande de confirmer. Et là, vous pouvez confirmer en cliquant sur démarrer. Donc là, vous avez accès à une conversation secrète. Ça veut dire que rien n'est stocké. Vous êtes dans du cryptage de bout en bout et rien n'est accessible ni à Telegram ni à qui que ce soit. Vous pouvez aussi aller dans Paramètres de l'application. Et là, vous avez accès à confidentialité et sécurité. Et pour ceux qui utilisent Telegram, vous pouvez aussi activer l'authentification à deux facteurs. Vous pouvez mettre un mot de passe, vous pouvez activer un Face ID et vous pouvez aussi, vous avez l'option d'effacement de messages. Bien sûr, c'est disponible aussi sur WhatsApp. Donc, vous définissez un certain temps, est-ce que c'est 10 secondes ou 10 jours, et au bout duquel vos messages vont s'effacer. Donc, ça, c'est pour Telegram. Certains d'entre vous ont parlé de Messenger. Messenger aussi. Messenger a un cryptage de bout en bout, donc pour ceux qui l'utilisent, mais qui n'est pas par défaut. Voilà, message éphémère, oui Gabriel, c'est bien ça, message éphémère. De plus en plus d'applications proposent ça. Donc Messenger, vous devez, pareil, sélectionner la conversation qui doit être cryptée de bout en bout. Vous cliquez sur le nom de la personne, et là, vous faites défiler, vous cliquez sur accéder à la conversation secrète. Et là, vous avez une conversation qui est secrète, qui est cryptée de bout en bout. Et vous pouvez le voir, elle est cryptée de bout en bout. C'est écrit même, hein, chiffré de bout en bout. Donc, ces appels et les messages, j'ai oublié, ce n'est pas juste les messages, c'est les appels aussi, sont chiffrés de bout en bout. Donc, bien vérifier. Lorsque vous êtes dans un... Vous avez des options aussi pour contrôler, hein, que ce soit WhatsApp, Telegram, pour contrôler si quelqu'un peut vous rajouter à un groupe sans votre accord.
Vous pouvez désactiver cette option ou l'activer. Et quand vous êtes sur un groupe, vous devez vérifier quel est le niveau de sécurité du groupe avant de communiquer. Parce que vous ne savez pas si le groupe dans lequel vous êtes est sécurisé de bout en bout, s'il est crypté de bout en bout ou pas. Donc, mon conseil, c'est bien vérifier quand on vous rajoute dans un groupe. Oui, Wire, exactement, qui peut remplacer Skype. Exact. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui utilisent Skype. J'ai pris juste les plus connus, enfin les plus utilisés. Messenger, c'est toujours délicat parce que Messenger appartient à Facebook et beaucoup de gens ont du mal avec les politiques de cryptage, politique de gouvernance et de gestion de données de Facebook. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont réticents à utiliser les produits Facebook, comme Instagram, par exemple. Oui, on peut dire de même sur WhatsApp. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs controverses, bien sûr, Ibrahim. Et si vous vous souvenez, il y a peut-être 2 ou 3 ans, beaucoup de personnes ont fait le saut vers Signal. Après, on dit que beaucoup sont revenus parce que beaucoup de nos contacts notamment nos contacts personnels, restent sur WhatsApp. Il y a aussi Viber. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous utilisez Viber. C'est peut-être moins courant. C'est aussi plus connu en Asie, Viber. Je ne sais pas pourquoi. Et aux États-Unis également. Alors, un petit quiz. S'il n'y a pas de questions par rapport à. En parlant du cryptage sur Facebook, comment ça se fait que les comptes sont facilement piratés? Quels sont les mécanismes pour crypter son compte? Alors, c'est autre chose. Là, on parle de Facebook. C'est pas de la communication. Là, je parlais de Messenger et pas du compte, de votre profil Facebook. Vous voulez envoyer un message secret à Jonah, mais vous voulez vous assurer que le contenu du message reste entre vous et votre ami. Comment feriez-vous? Alors, A, vous pourriez passer une note écrite à l'encre invisible. B, écrire la note dans une langue étrangère. C, envoyer le message à l'aide de l'application SMS de votre téléphone. Ou D, vous pourriez envoyer le message à l'aide d'une application qui fournit le cryptage de bout en bout et idéalement par défaut. Donc, la réponse, si vous avez suivi ce qu'on vient de dire depuis un moment, la réponse, bien sûr, c'est D, bien entendu. Alors, pour les personnes, hop, je vais trop vite. Donc, bien sûr, passer une note écrite à l'encre invisible, bonne chance. Dans une langue étrangère, aujourd'hui, avec juste à votre téléphone, vous pouvez traduire en quelques secondes. Envoyer le message à l'aide de l'application SMS, on l'a vu, ça n'est pas crypté, sauf, bien sûr, dans le cas où vous êtes certain que vous communiquez avec quelqu'un qui a un iPhone, si vous l'avez un iPhone, ou qui a un Android et qui utilise Google Message. Maintenant, je vais finir les minutes qui nous restent pour parler du cryptage, un autre outil de cryptage qui s'appelle PGP, Pretty Good Privacy. C'est un programme de cryptage qui fournit une confidentialité et une authentification pour les communications de données, notamment pour crypter des textes, des fichiers, des emails, des dossiers, des disques. Et c'est généralement pour augmenter la sécurité. Et là, vous prenez vous-même le contrôle de votre sécurité. Ça n'est pas offert par une application lambda. Donc, ça a été développé en 91 par Phil Zimmermann. Et PGP a donné ensuite lieu à OpenPGP, qui est un standard ouvert, un standard de logiciel de cryptage, qui a été proposé par l'IETF, Internet Engineering Task Force, par les RFC 2440, puis la dernière RFC 4880. Alors, des versions récentes sont interopérables avec le GNU Privacy Guard, GNU PG, sous licence libre. Donc, pourquoi utiliser PGP? Si vous êtes un journaliste qui travaille dans un environnement difficile, ou peut-être un homme d'affaires ou un politicien qui discute de sujets sensibles, ou vous êtes un développeur qui partage un code informatique sensible, ou des membres de famille qui s'envoient des informations privées, ce standard OpenGPGP donne à ses utilisateurs une paix de l'esprit grâce à un cryptage de très haut niveau, un cryptage qui est proche du cryptage de niveau militaire. Donc, je vous encourage à regarder ça. C'est la possibilité de prendre en main la sécurité et la confidentialité de nos communications et de nos fichiers. Et un outil comme PGP vous permet de créer vos propres paires de clés
sans l'implication d'applications tierces. Donc là, vous ne dépendez pas de WhatsApp ou de Telegram, c'est vous qui créez les clés et c'est vous qui communiquez avec une personne bien choisie. Comment mettre en œuvre? Il y a de plusieurs options qui existent, que ce soit sous Windows, donc le plus connu c'est Cleopatra, sous Mac, la suite GPG, et sous Linux également, on a une version de Cleopatra et puis la version dont j'ai parlé tout à l'heure, GNU PG version 2 sous Linux. Donc selon votre environnement, votre système d'opération, d'exploitation, vous allez trouver des logiciels gratuits pour crypter avec OpenPGP. PGP s'intègre à plusieurs types d'emails, que ce soit Proton, Outlook, Apple Mail, Thunderbird et Android également. Donc tout ça est disponible dans tous les environnements qui existent et les principaux. Donc voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. J'espère que vous avez apprécié ces 90 minutes que nous venons de passer ensemble. C'est passé très très vite de mon côté. Pour obtenir le certificat de participation, ce qu'on vous demande, c'est de faire juste une publication sur l'un des sujets abordés au cours de ce séminaire, peut-être le sujet qui vous a le plus parlé, en mettant en référence le hashtag, il y a un E en trop, hein, c'est pas hashtag, c'est hashtag, hashtag Internet Society. Donc ça peut être sur un site Internet, sur une plateforme de réseaux sociaux, tout le monde parlait de X, de Twitter, ça peut être sur LinkedIn, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur le réseau social de votre choix, ou sur un blog personnel ou un blog de votre organisation, dans des médias imprimés, un magazine, un journal, dès lors que ce média est accessible au public. Pour nous permettre de consulter cette publication et de valider votre certificat, merci de nous envoyer le lien vers votre publication. Donc, si vous avez publié un petit texte sur LinkedIn, vous prenez le lien et vous le mettez dans le formulaire. Donc, le formulaire, vous avez juste là, vous avez un QR code. Le lien est ici aussi, vous pouvez prendre une photo du lien. Vous avez un QR code qui va ouvrir un formulaire qui est en deux langues, en français et en anglais. Et vous avez juste à remplir le formulaire et tout en bas du formulaire, vous mettez le lien vers votre publication. Et la date limite, c'est le 30 septembre. Donc, mon conseil, c'est faites-le le plus vite possible. Et automatiquement, dès que c'est reçu, Internet Society vous enverra votre certificat de participation à ce webinaire sur le rôle des journalistes dans la défense du cryptage. Voilà. Marianne, est-ce qu'il y a d'autres voilà, le lien, Marianne vient de Mhm, proposer de partager le lien direct. mhm. Oui, Gabriel, OpenKeychain avec Android, oui. Besoin de documentation si possible. Donc, Mhm. on va partager aussi, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, Marianne, Mhm. ce que je vais partager ici. Mhm. Donc, est-ce que tout le monde a déjà pris une photo de ça avec le lien qu'a partagé Marianne, le code QR ici. Et donc, c'est ça, si tu peux partager ça aussi, Marianne. Oui, oui. Donc, je crois que tu l'as déjà fait, mais si tu peux le J'ai refaire déjà fait. encore. Ouais. Voilà. Et puis, donc, le lien direct vers le cours de cryptage, Mhm, euh, qui est disponible dans plusieurs langues. Il est disponible, je pense, en français, en anglais, en espagnol également, il me semble. mhm. Tout à fait. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions, je vous remercie de votre attention et de votre participation également. Je vais revenir en arrière pour laisser finir avec ça. Et nous attendons avec impatience vos publications pour pouvoir vous envoyer votre certificat de participation au plus vite. Merci à tous. Voilà, c'est bon de mon côté, Marianne. À toi Super. de clore. Oui, Merci. oui. Merci beaucoup, Mouloud. C'était une session très, très riche et merci à tout le monde pour être présent et poser vos questions. On a beaucoup appris. Ensuite, j'ai remarqué dans les commentaires qu'il y avait plusieurs personnes qui ont demandé la documentation, donc on peut partager avec vous les slides de ce cours. Je crois qu'il n'y a aucun souci. Et puis voilà, on attendra de vous vos publications, que ce soit sur réseaux sociaux ou page web ou
les moyens que vous avez à disposition. Donc, merci beaucoup. Et puis, voilà, on restera en contact pour la suite, pour les certificats. Très bonne journée. Merci à tous. À bientôt. Merci. Merci, Marianne. Merci.